Ne croyez surtout pas que je sois perdu à Paris, au milieu des immeubles et dans le dédale des rues. Bien au contraire, cet univers de falaises sèches, habité par les hommes et les petits oiseaux, me convient parfaitement. D'ailleurs, Paris accueille un grand nombre de biotopes investis par des plantes et des animaux qui arrivent de l'extérieur. Tout simplement parce que l'extérieur n'est pas loin, il est au bout de chaque ligne de RER. Tous les terrains, tous les milieux, tous les écosystèmes sont intéressants à visiter pour peu que l'on soit un randonneur, un tantinet curieux, y compris le milieu urbain. Paris, en fait, c'est un agglomérat de villages, de quartiers bien individualisés qui conservent des carrés de verdure, des morceaux de nature, des oasis que nous allons découvrir ensemble dans une balade qui part du jardin du Luxembourg jusqu'au jardin des plantes en empruntant le chemin des écoliers. À l'époque gallo-romaine, ici, il y avait un camp romain avec des villas. Puis les invasions sont venues, tout a été détruit, c'est devenu un désert. Et s'est installé dans les ruines d'un château qu'on appelait le château de Vauvert, un génie malin, un diable, qui terrorisait tout le quartier, toute la région. Plus personne n'osait passer par ici. En 1257, les moines chartreux que Saint-Louis avait installés à Gentilly ont proposé au roi de venir exorciser ce lieu. Ça a réussi, le génie est parti. Vous pouvez donc venir vous promener ici dans le jardin du Luxembourg sans aucun problème, vous n'y verrez que des bonnes fées. On a toute la vie de la ruche sur ce cadre. On a d'abord la mère de la ruche. La mère de la ruche, on a l'habitude de l'appeler la reine. En réalité, c'est vraiment la mère, parce qu'en été, elle pond 2000 œufs par jour, et elle a guère le temps de faire autre chose que de pondre. Hein. Donc, alors voilà, cette reine, c'est la femelle complète de la ruche, et c'est la seule qui est apte à reproduire dans la ruche. On a donc sur ce cadre aussi les ouvrières qui reviennent des fleurs, hein, les butineuses, et elles ont du pollen sur les pattes. Ici, on voit que ce pollen, je vais le tourner, ce pollen, il est jaune, et vous pouvez voir ces points jaunes là. Bien, ouais. Voilà. Et ce pollen, c'est la nourriture des larves. Donc, ces abeilles-là vont déposer le pollen le plus près possible des larves pour pouvoir les nourrir sans avoir à faire trop d'efforts. Alors, on peut quand même se demander, parce que c'est étonnant de trouver un rucher à Paris, qu'est-ce qui est à l'origine de ce rucher ? Vous savez, jadis à la campagne, dans les fermes, il y avait toujours quelques ruches, 2 ou 3 ruches, et les humains vivaient en cohabitation avec les abeilles, ou les abeilles en cohabitation avec les humains. Bon, maintenant, dans les grandes villes, dans les grandes cités, il y a plus, les gens ne fréquentent plus les abeilles. Je crois que, par exemple, le Luxembourg, comme à Brassens, c'est un peu aussi pour remettre les abeilles dans le cadre humain, je pense. C'est un peu ça, c'est surtout ça même d'ailleurs. Les Parisiens connaissent surtout 2 arbres, les platanes et les marronniers. Mais savent-ils que l'écorce du marronnier est particulièrement tonique et astringente et que son fruit, le marron, est utilisé pour résoudre des problèmes de circulation sanguine?
on rencontre dans le jardin du Luxembourg des Myxitels. Alors on les reconnaît très facilement parce que c'est un petit oiseau en fait qui joue les maçons. Et la cavité qu'elle a choisie pour construire son nid est toujours maçonnée. Autrement dit, elle va chercher de la boue et elle réduit l'entrée de cette cavité. Alors la citelle est un petit oiseau tout à fait passionnant qui est capable de monter tout droit le long d'un tronc, mais de redescendre également, sans jamais se servir de sa queue. Près de l'église Saint-Julien-le-Pauvre, à 2 pas Notre-Dame, n'oubliez pas de saluer ce vieillard. C'est un robinier vieux de presque 4 siècles, qui a plongé ses racines donc il y a bien longtemps dans le sol parisien. Il porte d'ailleurs une canne pour l'aider à se tenir. Les fleurs des robiniers sont souvent utilisées pour faire des beignets, mais surtout, ne consommez pas l'écorce qui est extrêmement toxique. Le rideau de verdure qui dégouline le long des quais devant Notre-Dame est constitué de lierre. Il court ici sur le calcaire, ce qui montre bien que le lierre n'est pas un parasite. Il vit à partir d'un tronc et de racines plantés dans le sol. Il tire donc sa nourriture du sol. Par contre, quand il envahit les arbres, lorsqu'il devient trop important, trop imposant, il finit par isoler l'arbre de son milieu extérieur. Auquel cas, effectivement, l'arbre ne peut plus faire sa photosynthèse et bien entendu, là, il meurt de faim. À condition d'être très attentif, vous pourrez rencontrer sur les pierres des plus beaux monuments de Paris des lichens. C'est une bonne nouvelle, ils sont de retour. Cela fait des années qu'ils ont disparu tout simplement parce qu'ils ont été asphyxiés en quelque sorte par la pollution de l'air. C'est donc le signe aujourd'hui que l'air à Paris est beaucoup moins pollué. Il y a moins d'anhydryle sulfureux. C'est ce qui fait que maintenant, lorsqu'on se promène, il est possible de rencontrer une dizaine d'espèces de lichens qui avaient totalement disparu. Mais il faut savoir quand même qu'au siècle dernier, il y avait plus de 30 espèces de lichens parisiennes. Alors, le lichen, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est une symbiose entre une algue et un champignon. Et on les rencontre par taches sur la pierre, bien sûr. Elles sont tout à fait caractéristiques, ces taches, et elles ne ressemblent pas du tout à la mousse. La mousse, elle est des petites feuilles, alors que le lichen n'en a pas. Et le lichen est souvent très rasant. Il s'applique complètement, comme de la peinture pratiquement, sur la pierre. Alors il faut savoir que cette association d'algues et de champignons est tout à fait essentielle. L'algue, par photosynthèse, amène la nourriture aux champignons qui lui apportent dans l'escarcelle, si j'ose dire, à la fois les sels minéraux et puis l'humidité. Un sansonnet s'est nourri d'une cerise, puis il est venu se reposer sur une sculpture de Notre-Dame. Là, il a rejeté le noyau de la cerise parce que c'est indigeste. Le noyau est tombé derrière la sculpture dans un endroit où de la décomposition organique au fil du temps a fabriqué un microsol. Le noyau a germé, ça a donné un cerisier qui ne pourra plus jamais se développer parce qu'il n'a pas assez de matière nutritive à sa disposition. Ça restera donc un bonsaï.
à 2 pas du Muséum d'histoire naturelle, la mosquée de Paris nous permet de tourner la page. Nous changeons de décor. Nous arrivons sur un autre continent. Nous appréhendons une autre culture. Le choc est total. L'ambiance sonore, la gestion de l'espace, les mosaïques, les portes en marqueterie contribuent au dépaysement. Même la végétation évoque le soleil. Il ne manque plus que les cigales. Et pourtant, derrière, c'est la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Terminer notre balade dans la grande serre du Jardin des Plantes, c'est avoir un pied dans la forêt amazonienne, dans la forêt dense, chaude et humide. C'est se frotter à la végétation luxuriante, aux philodendrons géants, aux aracées, aux orchidées, aux fougères, aux palmiers. Mais c'est aussi avoir un pied dans des régions extrêmement sèches, comme le désert mexicain. Et là, nous rencontrons une végétation dont le souci est de conserver dans ses tissus l'eau pour passer la saison sèche. Là, on ne rencontre pas d'animaux. Pour découvrir la faune qui vit dans ces régions très spécifiques, il faut se rendre au vivarium, pas très loin d'ici, et je vous assure que les espèces qui sont présentées sont très intéressantes. Bonjour, nous allons partir randonner, bien entendu, mais je vous laisse deviner dans quelle région. Nous sommes à un peu plus de 35 km de la plus grande mairie de France. Et pourtant, voici l'une des plus petites. À 45 minutes par la route des plus grandes universités de France, vous pourrez découvrir cette petite école de campagne. À 3/4 d'heure en RER de la plus prestigieuse de nos cathédrales, cette petite chapelle. Vous donnez votre langue au chat? Alors revenons en arrière. Je ne peux pas aller plus loin, je suis à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, c'est le bout du monde, enfin c'est le terminus du RER. La campagne est à 100 mètres d'ici et je vous donne rendez-vous dans les Vaux-de-Cernay. Pour rejoindre les Vaux-de-Cernay à partir de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, vous êtes pratiquement obligé de passer par Chevreuse. Alors c'est l'occasion de visiter la maison du parc qui se tient dans le château de la Madeleine. Je vais rejoindre Pascal sur les remparts. Pascal, bonjour. Bonjour. Le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse se positionne comment sur la carte? Bien, en fait, il se situe au sud-ouest de Paris, à quelques kilomètres à peine du centre nucléaire de Saclay, au sud de la ville nouvelle de Saint-Quentin et de Versailles, et au nord de l'autoroute A10, qui se trouve donc au sud du parc.
J'ai connu cette région il y a 25 ans en arrière et j'ai l'impression que les paysages n'ont pas changé. C'est vrai, les choses évoluent quand même doucement, mais il y a une véritable volonté politique des élus du parc de préserver cet espace de qualité. Et puis on a au sein du parc naturel régional beaucoup de sites classés et inscrits qui protègent les paysages. Alors nous allons randonner dans les Vosges-Cernay. Est-ce que c'est un site classé? Oui, c'est un site classé. Et en plus, c'est un des sites assez exceptionnels du parc naturel régional parce qu'il rassemble, je dirais, dans un espace assez réduit, tout un ensemble de milieux et de paysages qu'on peut trouver dans le parc. On rencontre par exemple donc évidemment des massifs boisés importants, une grande chaîne d'étangs, un ruisseau intéressant, le ruisseau des Vosges-Cernay, des tourbières comme on peut en trouver en plein massif central et des prairies humides. Ça y est, nous sommes dans le vif du sujet. Nous sommes dans les Vosges-Cernay, ici, au point de départ de notre randonnée, à la Sablière. Et nous suivrons un sentier parfaitement balisé qui prend en gros la direction du rue des Vosges-Cernay. Nous passerons dans la forêt, nous verrons des prairies humides, nous verrons des étangs, nous nous arrêterons évidemment ici vers l'abbaye, vers la fontaine Saint-Thibault, pour nous arrêter ici, toujours le long du rue des Vosges-Cernay, pour admirer quelques grès. Au total, une petite journée de balade, très facile, les enfants sont admis. Depuis une vingtaine d'années, les ormes sont décimés par une maladie qu'on appelle la graphiose. On l'appelle aussi maladie hollandaise tout simplement parce qu'elle a été étudiée pour la première fois en Hollande. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un insecte piqueur qui introduit dans les tissus de l'arbre un champignon, une mycose qui empêche la circulation de la sève. Donc les ormes meurent par déshydratation, ils sèchent. Alors ce qui est très curieux, c'est que seuls les ormes en pleine force de l'âge sont atteints. Les ormes jeunes ne sont pas victimes de cette maladie. Alors il est quand même un petit peu difficile de reconnaître cet arbre, sauf grâce à l'écorce, puisque les feuilles ressemblent aux feuilles de charme et aux feuilles de hêtre. Il y a 2 500 000 ans, la rivière a creusé son lit dans le sable et ça continue encore aujourd'hui. Et les bancs de grès qui étaient posés sur ce sable se sont trouvés un jour suspendus. Du coup, le grès s'est fissuré, des blocs se sont formés et ont roulé jusque dans le fond de la vallée. Cette mécanique est encore présente aujourd'hui, vous pouvez la voir fonctionner. Les blocs sont de plus en plus polis par l'eau et par le vent. Mais au fait, le sable blanc en question, c'est du sable dit de Fontainebleau. L'abbaye des Vosges-Cernay a été fondée en 1142 et fonctionnait suivant la règle cistercienne. C'est une règle extrêmement difficile, extrêmement sévère. Et puis elle a été très prospère, c'est ce qui explique d'ailleurs le déboisement de cette région à cette époque et l'installation de moulins. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que commence son déclin. Sous la Révolution française, bien entendu, ces biens ont été saisis et puis ils ont été vendus aux enchères. Il a fallu attendre 1873 pour que la baronne Rothschild devienne propriétaire de ces lieux et reconstitue le domaine. À ce stade de la balade, je vous conseille d'aller caresser la fontaine Saint-Thibault. Parce que figurez-vous qu'il y a fort longtemps, ici, il y avait probablement un mégalithe. Et au pied de ce mégalithe jaillissait une source. On y pratiquait des cultes. Et c'est certainement ce qui est à l'origine de l'implantation ici de l'abbaye, parce qu'il fallait bien christianiser cet endroit. L'eau de cette source est miraculeuse. Au XIIIe siècle, l'abbé Thibault, à la demande du roi Saint-Louis, a même guéri la reine de sa stérilité en lui en faisant boire. Et pendant très longtemps, de nombreuses femmes ont cru aux vertus de cette eau. Nous quittons maintenant le domaine de la famille de Rothschild, qui est en fait aujourd'hui géré par l'administration des monuments historiques.
pour rejoindre le domaine de la famille de Coubertin. En 1949, la baronne Yvonne de Coubertin rencontre Jean Bernard, tailleur de pierre et artiste. De cette opportunité est née la volonté de faire se rencontrer des gens d'origines différentes, et cela à travers un triptyque, le manuel, le culturel et le spirituel. Cette démarche aboutit très vite à la création de la fondation de Coubertin, qui permet d'ailleurs aujourd'hui encore à des compagnons et plus largement à des travailleurs manuels d'exercer leur savoir-faire en relation avec le monde des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Pendant très longtemps, la mauve servait de légumes en paille de disette. Mais encore aujourd'hui, on commence à le retrouver dans certaines cuisines. Ça, c'est du chêne. C'est même un chêne des marais. Il a été introduit au XVIIIe siècle parce qu'on l'utilisait comme arbre d'ornement. Alors on le reconnaît très bien parce que les branches mortes restent accrochées au tronc, ce qui lui donne cette allure d'écouvillon. Et puis quand on regarde de près les feuilles, on se rend compte qu'elles sont extrêmement découpées. Elles sont très très belles. Alors ce qui est curieux, c'est de trouver cet arbre ici. La population est assez vaste. Il a été implanté ici, tout simplement parce qu'on l'a utilisé pour reboiser tous les lieux qui avaient été abandonnés par l'agriculture. Alors c'est très curieux parce que finalement sa fibre qui est très lourde et très noueuse n'est pas utilisable. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a planté ? Je vois que Grégoire est fidèle au poste et je tiens à vous préciser que grâce à son action et à son initiative, les batraciens de la région des Vosges-Cernay peuvent se reproduire dans d'excellentes conditions. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors ce plancher est assez solide pour nous deux là. J'espère. Alors où en sont les batraciens ? Eh ben, cette année, ils sont presque tous sauvés. Ils sont en train de se... Enfin non, ils sont déjà retournés sur leur lieu de vie, c'est-à-dire Dans la forêt ? de l'été, voilà, dans la forêt, même probablement un peu plus haut sur le plateau, dans des zones de pavillonnaires, probablement dans les jardins. Il est assez commun, le crapaud commun. Ils font combien de kilomètres comme ça ? On pense, il n'y a aucune donnée scientifique précise là-dessus, mais on pense qu'ils doivent pouvoir faire jusqu'à 5 km pour leur migration. Bravo les crapauds. Alors ces crapauds donc, qui quittent la forêt après l'hibernation pour venir se reproduire ici dans l'étang, doivent traverser la route. Voilà, Et ils se font écraser par les bagnoles. par centaines chaque nuit. Mais je suppose que les bagnoles qui passent sur la route, c'est un danger évidemment grave pour les crapauds, Ouais. mais c'est pas le seul. Non, malheureusement, bon, les crapauds traversent la route, mais ils ont aussi besoin de milieux humides. Pas que les crapauds, les rainettes et d'autres, le triton crêté, le grand triton, d'autres batraciens, des libellules également, même des plantes aquatiques qui sont féodées, donc berges, qui disparaissent en même temps que leur milieu, c'est-à-dire comblement des mares, disparition des milieux humides. Et c'est un comblement naturel ou c'est parce qu'on vient y déverser non, des gravats ? C'est pas forcément des gravats, ça peut être un comblement avec de la terre agricole simplement pour augmenter les surfaces agricoles. Alors tout ce monde-là Arrive, quitte la forêt, ouais, arrive sur le bord de la route, voilà. et au lieu de traverser et se faire écraser, Voilà, alors au lieu de traverser, ils tombent dans des trous qu'on a creusés. Et tous les matins, il y a des bénévoles, tous les soirs, il y a des bénévoles qui vident les trous, qui comptent, qui font
un sex ratio, des petites analyses qui comptent et qui les relâchent dans les temps. On les laisse se débrouiller. On a quelques images là-dessus. J'espère. Dans notre balade, nous risquons de rencontrer des hardes de cerfs, notamment des biches et des faons, et puis peut-être des groupes de mâles. Mais je viens à l'instant de trouver des indices. Regardez ici cette cicatrice. C'est en fait une vieille blessure qui a été occasionnée à cet arbre par des animaux qui sont venus se frotter. On les rencontre aussi ici, regardez. Vous voyez ces traces, la cicatrice, et ici le bois qui est effiloché, probablement par le bois du cerf qui est venu lui aussi se frotter à cet arbre. Alors, il y a d'autres indices, il y a des traces abandonnées dans la boue, mais aussi des grottes. Avouez que le spectacle est superbe. Mais pour tout vous dire, je me suis écarté du sentier et je me suis installé dans l'espace Rambouillet. C'est en fait un immense parc animalier géré par l'Office national des forêts. Et j'entends Philippe qui arrive. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Les cerfs sont tout à côté là, c'est une harde avec pas mal de biches, il y a même des faons et il y a des daguets. Alors, les daguets ont quel âge? Les daguets sont en train de vivre leur deuxième été, puisqu'ils sont nés au printemps de l'année dernière. Et en fait, l'année dernière, ils étaient faons. Et cette année, ils sont daguets et reconnaissables par les bois qu'ils ont sur leur tête, qui sont donc la première pousse de ces bois, et qui sont très simples, donc sous forme d'un pic pointu, qui ressemble à une dague. Voilà l'appellation, donc daguet. Ils vont garder cette tête jusqu'à la fin de l'année. Et l'année prochaine, ils leur pousseront d'autres bois avec une formation plus complète. Alors, tous les ans, les cerfs perdent leur bois. Absolument. Chaque année, à peu près au mois de janvier, les bois tombent et se mettent à repousser de suite jusqu'en février, mars, avril, et refont ce que l'on appelle une nouvelle tête. Le bois de ces animaux est en fait une matière osseuse, un petit peu comme une dent, et qui repousse chaque année. Le rut se passe normalement, le brame aussi, donc. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut, dès les derniers jours de septembre, les premiers jours d'octobre, être à l'affût ici et écouter et voir les cérémonies que font les mâles autour des femelles et toute la partie que l'on appelle le brame. Est-ce que les sons sont au rendez-vous? Ils sont au rendez-vous, oui, mais moins qu'au printemps. C'est pas l'euphorie du printemps. Mais il y a quand même là-bas sur l'île une petite troupe de canards dont j'attends l'envol, qui ne saurait tarder, parce qu'il y a un cerf qui passe derrière. Et quand ils vont arriver sur l'eau, on va les entendre. La mer, il fait un bruit d'eau. Et alors, il n'y a pas que les canards qui vous intéressent. Si vous êtes là, je pense que vous enregistrez aussi tous les sons autour de nous. Ah, tout à fait. Oui, vous voyez donc là les cyprès chauves qu'il y a
devant nous. Là, il suffit qu'il y ait un coup de vent relativement léger avec l'effet de mes deux micros raccordés. Ça fait un balancement qui est très agréable. Le chêne derrière nous est en train de perdre ses glands. Et les glands qui tombent dans l'eau font un bruit encore assez remarquable. Alors c'est quoi votre métier en fait? Mon métier, Le c'est piège. un terme relativement spécial, enfin peut-être que j'ai créé, je pense qu'il n'existe pas. J'appelle ça bioreporter, c'est-à-dire que je me définis un peu comme journaliste de la nature sonore. Ma principale activité est sur la France et le continent européen. Une curiosité à ne pas manquer lorsque vous visiterez l'espace Rambouillet, ce sont les arbres qui sont dans mon dos. Ce sont des cyprès chauves. Chauves parce que, comme le chêne, comme le hêtre, ils perdent leurs feuilles. Pourtant, ce sont des résineux qui fonctionnent un petit peu, si vous voulez, comme le mélèze que vous connaissez bien. En fait, ces arbres viennent d'Amérique du Nord. Ils viennent des zones très humides. Ils viennent des mangroves. Alors, on va se rapprocher de ces cyprès chauves. Regardez. Vous voyez, ce sont des aiguilles, en fait. C'est bien un résineux. Et ça, ce sont ses racines. Elles sont rentrées dans le sol, puis elles sont ressorties, puis elles sont rentrées à nouveau, ce qui fait que ces blocs de racines servent à tenir l'arbre. Il est ainsi solidement fixé sur le sol. Alors, c'est un paysage tout à fait étonnant, surprenant ici, dans la forêt de Rambouillet. Il faut savoir que ces arbres ont été introduits dans cette région en 1850, qu'on n'en trouve qu'ici et qu'ils se portent à merveille. Regardez, les branches descendent jusqu'au sol. Il ne manque pas de lumière. S'il manquait de lumière, eh bien, on ne verrait pas de branches aussi bas. Elles seraient tout là-haut. Pour nous, la balade est terminée. Mais il y a encore plein d'autres choses à découvrir ici, dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Je vous signale même que le parc s'est agrandi et que le sud est très sauvage. Alors, pour connaître les bons endroits, je vous invite à visiter la maison du parc et à prendre tous les renseignements. Nous sommes maintenant vraiment au point de départ de notre randonnée. Ce cours d'eau, c'est l'École. Il prend sa source un peu plus loin, dans les collines du Vaudouet. Avant de rejoindre la Seine à Ponthierry, il traverse évidemment plusieurs communes et il doit son nom à une maison autrefois construite sur le pont de Milly, maison qui servait d'école. Le sol est souple, on est dans un milieu marécageux, tourbeux, ce qui convient d'ailleurs au carex. Regardez cette jolie plante. On l'appelle carex en touradon tout simplement parce que d'année en année, la plante s'est élevée à partir de sa souche. Alors ce qui correspond bien encore une fois à cet univers, à ce milieu marécageux. Mais beaucoup plus rare, ici, une fougère, la fougère des marais. Elle est naissante en ce moment, elle est très souple, très délicate. Attention, elle est protégée en Île-de-France et dans bien d'autres régions encore. On peut la confondre avec la fougère femelle, mais quand on y regarde de près, on se rend compte que les lobules ne sont pas dentés. Alors que chez sa voisine de milieu, la fougère femelle, les lobules sont profondément dentés. Bonjour Bernard. Bonjour. Je vous ai fait attendre, non? Non, non, non. Ça va? Je viens d'arriver. Vous êtes en admiration devant la consoude ou devant la coccinelle? Alors, devant les deux, j'essayais de voir un petit peu ce qu'elle faisait là. Apparemment, il n'y a pas de puceron. Mais... Vous la cultivez la consoude dans votre conservatoire? La consoude, oui, on la cultive. C'est une plante médicinale très importante. Elle a beaucoup de propriétés. Elle n'est pas seulement médicinale d'ailleurs. Elle sert également pour les agriculteurs ou les producteurs, les jardiniers biologistes, pour
comme engrais, comme pour le paillage également, Mhm. etc. Enfin, c'est une plante complète au niveau de l'utilisation. Ça, c'est la grande consoude. C'est la grande consoude, oui, qui peut avoir des fleurs blanches ou des fleurs violettes. Il y a des régions où elle a que des fleurs blanches, d'autres régions que des fleurs violettes. Parfois, il y a un mélange des deux variétés, disons, de couleurs de fleurs. Autrefois, on parlait de la racine noire de la grande consoude, qui était noire à l'extérieur, mais blanche à l'intérieur. Et c'est cette racine précisément qui possède des vertus médicinales. Elles servent toujours contre les maux d'estomac, les rhumes de cerveau, pour calmer la toux. Elles servaient en emplâtre, en poudre, en extrait. Enfin bon, il y a différentes préparations possibles. Bernard, je suis poursuivi par le liseron. La dernière fois que je l'ai vu, il était en train d'escalader mes rosiers. Il y en a vraiment partout. Il y en a partout, vous avez vu l'abondance de ce liseron le long de la rivière, là. Celui-ci, c'est le liseron des haies. Là. Il n'a pas de haie ni d'arbustes pour s'accrocher, mais il envahit quand même l'herbe. Là. Il est en train de s'accrocher aux graminées. Et celui qu'on rencontre dans les champs au pied des céréales, c'est pas celui-là. Non, c'est le liseron des champs. Il a des fleurs plus petites, souvent un peu plus roses. Il a des fleurs beaucoup plus grosses, blanches. Mais enfin, c'est le même type de plante, hein, vraiment. À part causer de gros soucis aux jardiniers, est-ce qu'il a des propriétés intéressantes? C'est une plante médicinale également, oui. Il a des propriétés laxatives et purgatives. La tige, le rhizome, la tige souterraine. On le laisse faire alors, hein? On le laisse courir? Écoutez. C'est le rossignol. Il chante en plein jour, on l'entend aussi la nuit. Il est là depuis le mois d'avril, il repartira au mois d'août. Il est bien difficile de le découvrir visuellement. Sachez qu'il est à sa place ici le long de cette rivière parce qu'il habite dans les forêts, dans les arbres qui longent les rivières ou les étangs. Il se nourrit d'insectes, de petits vers et d'araignées. Bernard, nous avons laissé la végétation sauvage pour nous retrouver presque dans une végétation, mais celle-là est cultivée. Voilà, on est en fait dans la zone traditionnelle de culture des plantes médicinales de Milly-la-Forêt. Mais on est toujours à proximité de l'école. On est dans des terrains relativement humides, vous voyez, très sableux, mais des terrains frais dans lesquels on peut cultiver toutes sortes de plantes médicinales. Alors cette végétation que nous prenons grand soin de ne pas piétiner, c'est quoi? C'est de la menthe, c'est ça? Alors ça, c'est de la menthe poivrée, la culture traditionnelle de Milly, enfin, la célèbre menthe poivrée de Milly-la-Forêt. Souffrez d'arthrose, non? De Oui, un petit rhumatisme, peu. de choses comme ça. Oui, Voilà. j'ai un peu d'arthrose, oui. Bon. Eh bien, à ce moment-là, vous faites... mais après, alors. Après, hein, en cure, vous pouvez faire une cure, puisque vous avez l'intention d'être randonneur pendant un moment. J'espère encore Bon, longtemps. voilà. Alors, protégez-vous, justement, de ces maux. Et vous faites des infusions qui drainent, qui font draineur du foie et du rein. Excellent pour la santé. Alors, vous mélangez la feuille de cassis, la feuille de frêne, la reine des prés. Vous y ajoutez un petit peu de menthe pour le goût. Et c'est ce qu'on appelle la tisane du centenaire. Voilà. Donc, avec cette infusion, vous êtes sûr encore de pouvoir faire beaucoup de randonnées.
Jean Cocteau a habité 17 ans au bout de cette allée, derrière ce portail. Au-delà de son œuvre, il est l'auteur d'un grand nombre de phrases célèbres. Une concerne Milly-la-Forêt. Voilà ce qu'il aimait dire. À Milly-la-Forêt, j'ai découvert la chose la plus rare au monde, un arbre. Bernard, il était impossible, en passant par Milly-la-Forêt, de ne pas s'arrêter au Conservatoire national des plantes aromatiques. Alors, conservatoire, ça veut dire conservation. Et est-ce qu'on fait que conserver? On ne fait pas que conserver, hein. On essaye la conservation, disons au sens large, c'est recueillir les plantes, les acquérir, les évaluer, les identifier, les évaluer et les multiplier ensuite pour les redistribuer en ce qui nous concerne à toute une filière, la filière des plantes médicinales et aromatiques, et des plantes à parfum. Alors, la base, c'est quoi? Ce sont des plantes que vous récoltez dans la campagne? Il y en a un certain nombre, effectivement, qui ont été récoltés dans la nature en France, pour les plantes les moins rares, disons. Et puis, il y en a un certain nombre d'autres qu'on acquiert par l'intermédiaire de jardins botaniques, d'autres conservatoires, d'instituts de recherche, en France ou à l'étranger. C'est quoi un clone? Alors un clone, c'est une plante en fait qu'on a multipliée végétativement et qui est donc, on obtient donc un certain nombre de pieds qui sont tout à fait identiques aux pieds mères au niveau génétique. Voilà, c'est ça un clone. On prend une plante, on en fait 50 boutures, on obtient 50 plantes et là on a un clone. On met en culture ces clones, on les compare, on les décrit morphologiquement et ensuite on récolte pour avoir une idée un petit peu du rendement feuille de ces clones, et ensuite on les distille, c'est-à-dire qu'on sépare les feuilles des tiges et on distille la feuille pour connaître la quantité d'huile essentielle, donc le rendement d'huile essentielle de chacun de ces clones, et ensuite on analyse les huiles essentielles pour en déterminer la qualité, en voir un petit peu tous les constituants. Parmi les plantes utilisées par les hommes, il y a le cresson. Bonjour Christian. Bonjour. Je vous surprends en plein travail là. Ah, toujours, oui. C'est votre outil principal que vous tenez à la main? Eh oui, le couteau, c'est ce qu'on sert le plus souvent. On tient à peu près le couteau à la main 7h30 à 8h par jour. Ça tombe jamais en panne? Ah non, ça, pas de ce côté-là, on n'a pas de problème. Le cresson pousse l'hiver beaucoup avec la chaleur de l'eau. Puisqu'on travaille uniquement avec de l'eau de source qui alimente les fosses. Et l'eau de source sort toute l'année à 12 degrés. Donc c'est pour ça que même l'hiver, le cresson arrive à pousser. Alors est-ce que ce cresson, on peut le trouver dans une source en pleine campagne? Est-ce qu'il vit à l'état sauvage? Le cresson, malheureusement, vit à l'état sauvage et c'est là qu'il faut faire très attention. Il faut déconseiller à toutes les personnes qui trouvent du cresson sauvage de le ramasser puisqu'il peut être porteur de certaines maladies. La sangsue médicinale est l'une des plus grandes d'Europe puisqu'elle peut atteindre 15 cm de long. Elle vit en eau de bonne qualité. Regardez comme elle s'allonge dans ma main pour se déplacer. Elle utilise pour ça une ventouse qui se trouve à l'extrémité arrière de son corps, qui lui sert à se fixer, donc à se déployer sur le devant, et une ventouse également qui lui sert à enfermer des pièces buccales, 3 mâchoires garnies de dents acérées. Ce sont ces dents qui percent la peau et qui laissent d'ailleurs une petite cicatrice triangulaire. Ces sangsues ont été utilisées depuis très longtemps par les hommes pour extraire le mauvais sang, pour faire chuter la tension,
Ce sont des petits animaux qui ont même failli disparaître tant ils étaient utilisés. Pour pondre, elles sortent de l'eau, elles creusent dans le sol un conduit à fleur d'eau. Dans ce conduit, elles déposent des œufs qu'elles recouvrent d'une sorte de tégument. Les œufs évoluent, les petites sangsues finissent au bout de 4 à 6 semaines par sortir et elles se nourrissent en particulier de batraciens. Autrement dit, elles se fixent sur les batraciens, en particulier donc sur des grenouilles. Et il leur faudra attendre 5 ans pour être adultes. Mais quand elles ont atteint l'âge adulte, à ce moment-là, elles abandonnent le monde des batraciens pour se fixer sur les animaux à sang chaud. Nous venons d'entrer dans le bois, nous en ressortirons à proximité de la ferme de Coquibus. N'ayez pas peur, il ne mord pas. Pour que la vie puisse exister, il faut impérativement que 3 éléments soient réunis. La lumière, la chaleur et l'eau. C'est le cas en ce moment, donc tout va bien. Je vous présente un vieux complice derrière les essuie-glaces, c'est Michel. Et avec lui, nous allons parler géologie. Quand on regarde cette carrière, on voit qu'il y a 60 mètres de sable d'épaisseur. C'est du sable de mer? C'est un sable qui s'est déposé en bordure de mer. C'est-à-dire que si on essaie de se reporter 35 millions d'années en arrière, il y avait à cet emplacement une mer qui était la mer Stampienne et nous étions ici en limite de la mer. Donc au niveau des autres roches, on les retrouve également pratiquement dans toute la forêt de Fontainebleau, à savoir le grès qu'on aperçoit ici sous forme d'une platière en train de se fracturer. Ça, c'est la deuxième roche qu'on trouve systématiquement dans la forêt de Fontainebleau. La troisième roche qu'on trouve aussi, c'est le calcaire de Beauce qui est situé au-dessus de la platière de grès, mais qui ne recouvre pas l'ensemble du massif. Dans la fente. Sous la platière, il y a du sable, d'énormes quantités de sable que l'érosion entraîne vers l'extérieur, le ravinement, le passage de l'eau. Il se forme alors des cavités, des grottes. Seulement voilà, le toit de ces cavités est constitué de dalles de grès qui de temps en temps se fissurent, se détachent. Il y a donc un réel danger à se déplacer à l'intérieur de ces cavités. Méfiance. Le paysage que je suis en train de traverser ne vous rappelle-t-il pas celui de la taïga? En fait, je suis toujours dans la région de Milly-la-Forêt, sur le plateau de Coquibus. Le grès est apparent, le sol est donc très peu épais. Je suis dans une sorte de lande. Sur le sol, il y a du lichen, beaucoup de lichen, des mousses. Il y a des calunes, des bruyères également, beaucoup plus rares. Et puis, les bouleaux qui donnent cette allure de taïga en relation avec le lichen. La calune est confondue avec la bruyère. C'est un
sous arbrisseau, comme la bruyère, qui fleurit en gros du mois de juillet au mois de septembre. Et ici, dans le milieu gréseux, c'est une plante très envahissante qui tient envers et contre tout à conserver la première place. Alors tous les moyens sont bons. Ces fleurs, quand tout se passe mal dans la nature, sont capables de pratiquer l'autofécondation. Ces graines peuvent attendre 3 à 10 ans pour germer. Et ces racines diffusent dans le sol un produit chimique capable d'inhiber toutes les concurrentes. La callune est abondante dans le Jura, on en fait des pipes. C'est aussi une plante mellifère très intéressante. Mais elle n'est pas très appréciée, tout simplement parce que le miel est difficile à extraire. On en fait tout de même du pain d'épices et de l'hydromel. Notre balade s'achève ici, près de la ferme de Coquibus. Nous sommes passés tout à l'heure à proximité de la mare. Mais est-ce que vous avez remarqué que depuis ce matin, nous nous promenons dans un vaste massif forestier, seulement à 60 km de Paris. Au sein de ce massif, il y a des espèces protégées, des espèces animales, des espèces végétales, alors il faut en prendre soin. Néanmoins, bonne balade.